ça pouvait me faire pleurer pendant 3 heures parce que je m'étais dit, oh, bah ouais, je peux plus courir, quoi. La vie, c'est des hauts et des bas. Et quand on est en haut, on est content, on a plein de résultats, on est performant. Et quand on est en bas, c'est beaucoup plus compliqué, difficile et pas facile à vivre. Alors ces passages à vide, comment on les gère, que ce soit dans ton sport ou que ce soit dans la vie plus globalement, eh bien, je suis heureux aujourd'hui d'être invité chez Camille Bruyat. Donc Camille, que tu connais sans doute, puisque c'est quand même l'une des traileuses élites les plus connues. Donc elle est française, on est bien content, mais elle a étié les plus grandes de ce nom, notamment Courtney de Water, mais pas que. Donc Camille va nous partager ses succès, mais aussi ses déboires, notamment l'année dernière, lorsqu'en 2024-2025, il y a une déconnexion avec son corps et comment elle a fait pour vivre ça. Donc quand on est expert en la matière, que ça nous arrive, c'est pas agréable, mais justement, elle a cette humilité pour nous le partager et partager cette expérience. Donc je te souhaite un très bon épisode, et puis en parler si toi, tu veux en savoir plus sur parce que tu as vu, j'ai la casquette, l'Institut Santé Mentale Endurance, eh bien, on a une formation qu'on te propose si tu souhaites en tout cas en savoir plus sur la dimension mentale pour préparer ton prochain ultra. Je te mets le lien juste en dessous de cet épisode, et bien évidemment, si tu aimes cette dimension qu'est le mental, puisqu'on en parle de plus en plus, Amel Garrick-Lacroix, évidemment, on n'a pas créé cet institut justement sans apporter un vrai contenu scientifique sur nos formations. Donc, bon épisode, et puis aussi bonne préparation pour tes prochains défis sportifs. Et si tu veux suivre toute notre actualité, évidemment, n'oublie pas de t'abonner à la page Mental Endurance Objectif Finisher. À très bientôt. Eh ben, merci de m'accueillir chez toi, Camille, Merci. dans ta région. Et en fait, j'ai la chance, il fait beau. Je remontais d'Annecy. J'étais craintif avec ce temps très nuageux. Et puis finalement, ici, il y a le soleil. Ouais. Il fait toujours beau dans les Bauges. Toujours. Ah, il y en a qui doit être content. Salut François. Bon, bah, tous ceux qui nous écoutent ici, bah, bienvenue sur Objectif Finisher. Il est un peu mon actualité parce qu'habituellement, je commence pas par ça, mais là, pour changer, il y a un bouquin qui sort. Il y a beaucoup d'actualités avec l'Institut Santé Mentale. Et ben, pour rien vous cacher, ce podcast est une transition de Objectif Finisher à Institut Santé Mentale, puisque Objectif Finisher, bah, bientôt on sera endeuillé. Ce podcast va disparaître dans ce nom et va évoluer parce que voilà, on a un projet un peu plus grand que ce que moi je vivais, à partager mes expériences, à partager mes rencontres, mais finalement on va aller dans une dimension beaucoup plus globale sur voilà, ce qui nous anime dans ce sport, l'endurance, mais pas que, dans la vie finalement, parce que la vie c'est long et parfois il y a des hauts et des bas. Et tu me parlais d'intérieur sport, où finalement l'année dernière c'était une année un peu de transition. Comment tu la qualifierais, l'année 2025? Bonne question. Comment je la qualifierais? Une année, ouais, vraiment pleine d'apprentissage. Je pense que c'était aussi une année de transition. L'avenir le dira aussi des fois. C'est vrai qu'avec du recul, on a plus de liens pour nommer ces années-là un peu de transition. Mais oui, c'est sûr que ça a été une année où j'ai appris beaucoup, avec plein de hauts et plein de bas. Effectivement, et voilà, je pense que j'avais jusqu'à présent quand même une carrière plutôt linéaire où tout roulait, tout me tombait dessus, tout se passait très très bien, voilà. Et puis moi je pensais que c'était ça le sport, et c'était ça la vie, et ça l'est toujours. Je suis pas traumatisée par tout ça, mais c'est sûr que déjà en 2023, la pathologie de l'endofibrose m'avait quand même bien poussée dans mes retranchements, mais bon, je me disais que ça fait partie aussi du jeu du sport, et puis en l'occurrence du sport qui se professionnalise et du sport de haut niveau. C'est vrai. Et voilà, et j'étais quand même pas à l'année dernière où ça m'a repoussé encore plus dans mes retranchements, où en plus je pense que voilà, j'étais dans un moment de ma carrière où il fallait aussi que je confirme un peu plus, que voilà, je me mettais des exigences et certainement une pression différente qu'au début, les 3-4 premières années où tout roule, tout va bien, et puis forcément mentalement on n'est quand même pas du tout dans le même schéma non plus. Donc ouais, je pense qu'effectivement pour la suite c'était une année vraiment de transition qui m'a appris énormément et qui m'a appris beaucoup pour la suite. On va parler de cette année 2026, on verra si c'est renaissance ou naissance tout court. On va en parler, parce que c'est pas une actualité, et moi c'est pas ce qui m'amène à toi, parce que souvent on vient vers les athlètes ou vers des personnalités parce qu'ils ont quelque chose à raconter. Finalement si, tiens, pour une fois, allez, on va changer. Si tu avais une chose à raconter aujourd'hui aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu as envie de partager? C'est commun de dire je suis une femme, je suis enceinte, j'attends un enfant, ou c'est exceptionnel quand même, c'est une vie quand même. Comment tu vis ce moment-là, toi?
Et ben ouais, c'est sûr que c'était une nouvelle qui est arrivé, un projet qu'on avait en tête depuis longtemps, mais c'est vrai que les années filent et puis on se laisse pas forcément l'opportunité de mettre ça en place, et il y a toujours d'autres choses à faire et puis d'autres aventures. Mais là, en l'occurrence, je pense que c'était le bon moment, c'est arrivé assez rapidement, et voilà, là je suis dans mon 5e mois de grossesse, une autre aventure, c'est sûr, un changement de vie, on le voit bien. Il y en a plein qui ont raconté un peu ces périodes-là dans le sport et dans le sport d'endurance. Donc voilà, je suis bien, en tout cas, bien entourée pour aussi avoir des expériences. Et franchement, je le vis super bien. Je pense que l'année dernière était aussi difficile, et j'ai appris beaucoup, et j'ai appris un peu à l'UTMB a un peu concrétisé aussi certaines peurs, certaines appréhensions, certaines choses où oui, j'étais pas prête avant. En fait, j'avais quelque chose à accomplir, à mon avis, je le décrirais comme ça. Et là, maintenant, je me sens quand même bien plus sereine par rapport à tout ça. Donc, s'il y avait un mot à dire, je dirais un peu la sérénité, parce que là, je pense que c'est un projet qui tombe vraiment au bon moment, avec une envie aussi je dis pas que ça va être plus cool parce que c'est des choses différentes, mais en tout cas une saison bien différente des autres, avec moins de compétition. Donc je pense que ça faisait longtemps que j'en parlais, et voilà, là elle s'offre à moi. C'est même pas, elle s'impose à moi, donc c'est parfait. Elle s'offre, c'est un cadeau. C'est un cadeau que vous faites, ce que la vie te fait. Ce que tu dis, c'était quand même c'est partie de vos projets de vie à tous les deux, et quand ça arrive justement, mais quand tu l'as appris, quand tu l'as annoncé, comment tu vis ces moments là? En fait, moi je suis très comment dire, très spontanée. J'ai mis longtemps quand même à réaliser, à me dire ok, c'est ça. Puis c'est vrai qu'au début se passe pas grand chose non plus dans le corps, comme je suis quand même beaucoup à l'écoute. Tant que j'avais pas trop de signaux, je me disais pour l'instant c'est ma vie habituelle, quoi. Et puis là ça commence quand même bien à se concrétiser, et puis ça commence à changer, surtout je m'estime quand même bien chanceuse, parce que c'est vrai que je pense que c'est des projets que beaucoup de femmes ont, et notamment en ultra-endurance, entre les éventuels... on est passionné par des compétitions, on est passionné par l'entraînement, on est passionné par des aventures qui nous animent, et en fait, comme je dis, moi j'avais prévu une saison trop bien, encore. Je voulais aller faire le 110 de Madère, donc la traversée de l'île, 90 du Mont Blanc, des courses que j'avais écrit dans un carnet il y a 10 ans, que j'ai toujours pas faites, et je m'étais dit, cette année je me fais plaisir, je fais les courses que vraiment ça tombe bien. Courses de cœur, que j'ai encore pas faites, qui sont en plus pas très loin de la maison, et qui sont vraiment emblématiques de notre sport, quoi. Donc cette saison-là, elle me plaisait, et puis je pense qu'on peut vite se leurrer en fait avec ça, en se disant on a toujours une bonne aventure à vivre dans le sport, en tout cas quand on est passionné. Je trouve que je pense que les sports où ils sont sur des Jeux Olympiques, tu peux toujours être happé un peu par l'un, en fait, et laisser ce projet un peu de maternité de côté. Je pense que ça peut arriver assez vite, entre guillemets. Il y a cette partie-là, et même moi, clairement, je me disais, un jour, je sais pas si un jour je serais vraiment prête, parce que franchement, je m'éclate dans mon sport. Je suis pas née, j'ai des copines, elles sont nées, elles ont dit qu'elles voulaient des enfants. Moi, c'était pas du tout ça. Donc voilà, et puis en fait, petit à petit, l'âge avance, les aventures avancent, et je pense qu'il faut se laisser aussi l'opportunité, mais surtout mentale, je pense, dans ce projet-là. Et après, il faut que le corps y suive. Et dans les sports d'ultra-endurance, on en parle peu, mais je pense que on commence à en parler un peu, surtout à propos des blessures, à propos de l'absence de règles, ou des choses comme ça, sur des sujets un peu comme, j'aime pas trop dire le RED-EST, qu'on met un peu fourre-tout dedans, mais voilà, c'est un vrai sujet qui, de toute façon, atteint toutes les... On parle des femmes, mais des hommes aussi, sur les troubles hormonaux qu'il peut y avoir sur les sports d'ultra-endurance, parce que forcément on pousse le corps à l'extrême, et il y a forcément des troubles, même si on essaye de rester en santé, et c'est forcément impacté à un moment donné, et je pense que c'est pas si simple. J'ai de la chance j'ai de la chance, et en même temps j'ai beaucoup œuvré pour rester en santé, et essayer de bien m'entourer, et avoir vraiment ce repère visuel de me dire ok, moi ma santé hormonale, je pense que ça reflète ma santé physique, donc en tant que kiné, j'avais quand même des bonnes bases là-dessus, mais aussi je pense que mon corps il fonctionne bien, et là j'en ai la preuve concrète
ouais, tomber enceinte 3 mois après l'UTMB. Je pense que je savais même pas que mon corps était capable, en fait, parce que c'est des changements hormonaux quand même, de faire un 100 miles, de faire 24 heures dehors. Je l'ai vu par le passé, souvent ça me détruit hormonalement pendant 6 mois. Donc je me disais, ouais, il me faut au moins un an, quoi, pour... Ouais. Et ouais, et du coup, je me dis non, je pense que quand la tête est prête et que le corps suit et qu'on en a toujours un peu pris soin, ça peut fonctionner. Et j'ai m'estime vraiment chanceuse, franchement. J'en parle parce que je pense que c'est pas facile pour toutes les femmes, normalement, enfin, globalement. Et voilà, et comme quoi aussi, c'est possible et que c'est... Et voilà, et j'en suis très contente. Ça respire en tout cas comme ça. Alors, quand je t'écoute, et puis même c'est un peu... On se dit, tiens, bon, elle court des ultras, et on la voit devant, elle a l'air très solide, très concentrée. D'ailleurs, quand on voit, tu es quelqu'un qui a ce faciès, on a l'impression qu'il a cette aptitude à se concentrer, à être focus sur ce que j'ai à faire, et pas à se laisser trop déborder. C'est l'impression, hein. Et tu vas me dire justement ton regard là-dessus. En plus, kiné, qui donne des cours, prof, donne des cours de yoga, des formations, tu formes des gens. On sent une posture assez solide, en fait. Et quand tu dis 2025, finalement, je me sens fragile, je me sens pas bien, c'est un peu même un sentiment de grand vide, cette fragilité. Comme, tu vois, l'image qu'on peut avoir de soi, et puis peut-être que c'est incarné par la performance, il faut se montrer solide, costaud et tout, et finalement intérieurement c'est peut-être plus complexe. Quelle a été, toi, avec du recul, cette année 2025 ou 2023 déjà, ces premières fêlures, ces premières fragilités? Comment tu les vis intérieurement d'abord, et puis après comment tu es un peu docile par rapport à toi-même, si tu arrives d'ailleurs à l'être? C'est quoi un petit peu, avec du recul maintenant, ces cheminements que tu as pu avoir avec ces hauts, ces bas, et puis c'est d'un point de vue chronologique, comment tu as évolué avec ça? Ouais, c'est intéressant. C'est sûr que ça m'a bien poussé dans mes retranchements, ouais, de se retrouver effectivement. En fait, moi, je le définirais vraiment comme la perte de contrôle de quelque chose. Je pense que je suis quelqu'un qui aime bien tout contrôler, qui ça, effectivement... Ouais. L'impression que ça donne, ouais. Ouais, c'est sûr, malgré... Et en fait, j'ai aussi une partie quand même de moi qui est capable de lâcher ce contrôle, notamment que j'ai beaucoup appris avec le yoga. Mais c'est encore quelque chose que je dois maintenir en équilibre. Donc je pense que j'ai vraiment été beaucoup dans l'hyper-contrôle. Je le suis encore, hein, je pense que c'est une partie de moi. Mais petit à petit, j'ai compris qu'à un moment donné, on ne pouvait pas tout contrôler. Je pensais avoir les clés. Hein, je pensais que le yoga, des choses sur lesquelles j'étais ouverte, plein de choses un peu parallèles. Je pense que ça m'a permis de maintenir un peu en équilibre. Mais ça suffisait pas, il a fallu que je sois confrontée aussi vraiment à des épreuves qui t'amènent vraiment à te retrouver où t'as plus le choix en fait. Tu peux plus composer avec ce contrôle et un peu de lâcher prise de temps en temps, des choses comme ça. Et tu dois absolument lâcher prise. Et le premier exemple que je donne, c'est en décembre donc 2024. Où là j'ai de nouveau vraiment mal à ma jambe, j'arrive plus à performer, on sait même pas encore que je fais une récidive de l'endofibrose, et là je décide de dire ok, non, là en fait il faut que je prenne soin de moi, il faut que j'arrête de prévoir des compétitions. Et en fait cette phrase là au mois de décembre, maintenant j'en rigole tellement, mais cette phrase là au mois de décembre, de dire ok, ça se trouve je vais rien faire l'année prochaine, ça me faisait pleurer, mais dans l'instant T, quoi. J'étais là, mais... Tu dis quoi, c'est du vide, alors qu'il y avait un programme bien rempli? Ouais, je pense que c'était juste la peur de rien avoir, de pas contrôler, de se dire, ok, en fait, là, en fait, je vais arrêter de courir, ça se trouve, je ferai pas de... Enfin, la perte d'une identité aussi, du coup, de se dire, ok, en fait, moi, je suis athlète, et là, en fait, je suis en train de me rendre compte que la meilleure des solutions pour moi, là, c'est d'arrêter de vouloir un peu définir ce qui me définissait en tout cas. Et ouais, je décris vraiment dans le détail un peu. Mais c'est super important, moi j'adore, parce que c'est ces mots-là, moi, tu perds pas un peu ton casque, c'est l'impression que ça donne que et effectivement tu vois, j'ai peur qu'il te tombe sur les yeux. Mais non, mais ce que tu dis c'est en fait tellement je le vis avec les athlètes de haut niveau sur tu vois, comme on parlait tout à l'heure, et à un moment donné cette perte d'identité, déjà d'une, c'est peut être par la blessure, par alors une blessure psychologique ou une blessure physique en général, direction Cap-Breton ou Hauteville ou Saint-Raphaël
Raphaël pour la rééducation, mais c'est toujours des moments complexes parce que on a existé pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, parfois plus sur des piliers de sport, de performance et de compétition, et d'un seul coup le vide, le néant. Et t'as un moment là dont tu parlais, moi j'aimerais bien rester un petit peu là-dessus parce que c'est ce moment de fragilité, on se sent seul, t'as des moments où tu te retrouves chez toi, où tu te retrouves dans un contexte où tu te dis mais qu'est-ce que je suis là, c'est quoi le sens de ma vie maintenant? Ouais, bah c'est sûr que oui, je les ai eues ces questions et je les ai eues ces journées. T'étais seule, t'étais avec des gens, tu te rappelles d'un moment comme ça? Ouais. Comme tu dis, on aurait avec le recul, mais c'était dramatique, j'ai eu des journées, mais en fait j'avais besoin aussi d'être seule, mais c'était pas très long, hein, honnêtement. Je pense que ça devait, c'est des moments d'acceptation, je pense qu'il faut avoir. Mais non, je vis pas seule et je suis rarement seule en fait, donc c'est hyper important pour moi d'ailleurs l'entourage, mais c'est sûr qu'il a fallu aussi que j'apprenne en fait à être seule et à passer ces phases d'acceptation où t'as beau avoir un entourage, et c'était un peu ça qui me biaisait, parce que en fait on me disait mais en fait on me disait tu prévois pas de course, puis moi aussi je me le disais que c'était vraiment la chose à faire, et à la fois j'avais plein d'autres projets quoi. J'ai plein d'autres projets sur le yoga, j'ai plein d'autres amis, j'ai une famille, Et en fait, on me disait, non, mais c'est bon, Cam, c'est pas grave. Je veux dire, et même moi, je me l'auto-persuadais en me disant, mais en fait, non, mais t'as pas que ça dans la vie. Mais intérieurement, c'est pas ce qui se dit, quoi. Et effectivement. Et en fait, j'étais vraiment. C'est pour ça qu'il m'a fallu quelques jours, semaines, et ça n'a pas non plus été très long, d'acceptation et de me dire, ok, c'est pas parce que t'as tout ça à côté que tu dois pas aussi cheminer là-dessus, quoi. Et c'est vrai que même de l'extérieur, les gens me disaient, mais on comprend pas, Cam, t'as jamais le temps, t'es toujours à droite à gauche, t'as plein de trucs à faire, parce qu'effectivement c'est vrai que je pense que c'est dans mon équilibre d'avoir aussi d'autres activités à côté, mais ça n'empêche pas que ça comble pas tout non plus, et je pense que c'était un vrai une vraie prise de conscience de me dire non en fait, et par la suite ça a été non mais en fait j'ai pas envie que ça s'arrête, parce que c'est vrai que la facilité ça aurait été aussi de dire de toute façon là cette pathologie là c'est compliqué, j'arrive plus trop on sait pas trop ce que c'est, je vais refaire les tests, mais en l'occurrence en février on me dit c'est de nouveau ça, et là je dis deuxième claque en me disant ok, qu'est-ce qu'on va faire, je savais même pas s'ils allaient pouvoir me proposer quelque chose au niveau chirurgical. Bon après j'étais prête à faire d'autres trucs entre guillemets qui sont moins fondés par la science, mais toi bon, qui es quelqu'un de cartésien qui contrôle tout, juste tu penses à quoi d'ailleurs? Peut-être une thérapie alternative. Oui, voilà, non, pour le coup, ça, je suis quand même très ouverte sur plein de choses un peu farfelues, qui fonctionnent ou pas d'ailleurs. Mais non, je suis pas du tout pro-chirurgie pour le coup. Ça, c'est vrai que ça a été une autre longue acceptation en 2023 de se faire opérer pour continuer le sport de haut niveau. C'est un autre débat, mais ça a été très... j'ai clairement dû me faire aider, parce que psychologiquement c'était très compliqué d'accepter cette chirurgie-là, qui est une très lourde chirurgie. C'est de la tuyauterie, non? C'est quoi? Franchement, pour décrire la chirurgie, c'est pas glorieux, hein. Ils t'ouvrent le ventre en deux, ils ouvrent tous les abdominaux pour accéder à l'artère iliaque, donc vraiment la partie soit à droite soit à gauche du nombril. Donc ils font une balafre de 20-25 cm. Et ils vont ouvrir l'artère, donc c'est une chirurgie. Ils ouvrent l'artère. C'est une chirurgie hyper lourde, et puis ils prennent un bout de veine dans la jambe, ils font un patch, c'est de la haute couture, quoi. Vraiment, la chirurgie, elle dure quand même longtemps. Après, t'es alité une semaine, tu tombes très, 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 très bas. Pendant 3 semaines, j'étais presque incapable d'aller à ma boîte aux lettres, quoi. Donc, c'est des grosses chirurgies. Et bon, bref, on s'écarte un peu du sujet, mais... Ça c'est la première, puis en plus donc l'année suivante, 2 ans après. 2 ans après, j'ai pas du tout refait la même. De toute façon, c'est pas la même. Non, je m'étais dit que je referais pas. Déjà, t'es pas sûr que ça fonctionne et que ça recicatrise pas mal entre guillemets. Et puis non, j'avais pas du tout envie. En fait, le corps on en a qu'un quand même. Hein, donc je dis pas que les chirurgiens sont pas bons, mais c'est quand même lourd. Et non, j'étais vraiment pas prête à faire ça. Mais par contre, il y a une alternative, mais vraiment rien à voir. Là, ils sont passés en endoscopie. La chirurgie a duré même pas 1 heure, je crois, en anesthésie locale. Donc vraiment, vraiment rien à voir. Mais voilà, ça reste un acte chirurgical, ça reste une décision à prendre, ça reste quelque chose où tu joues aussi encore avec ta santé, où j'étais même pas sûre que ça marche. Ça peut même empirer. Enfin voilà, ça reste des artères, c'est pas... De toute façon, déjà, toute chirurgie, il n'y a pas un 100%
de fiabilité, on va dire. Mais il y a quand même un ligament croisé. Bon, maintenant, on sait quand même que globalement, ça se passe bien, entre guillemets. Une artère, c'est une pathologie aussi qui est encore très peu documentée et très peu... Ouais, et heureusement, hein, mais c'est tellement spécifique comme population et comme chirurgie et comme pathologie qu'il y a encore vraiment pas grand-chose sur le sujet et ça va être amené à évoluer, c'est sûr, mais c'est encore très récent. Donc voilà, du coup, effectivement, je refais cette chirurgie au mois de juin, mais j'ai mis longtemps à prendre la décision et ça ne dépendait pas que de moi parce qu'il fallait aussi que le chirurgien soit disponible. Ouais. Et voilà, et donc en février, je réapprends cette récidive de pathologie et je me dis ok, bah en fait là une des facilités aurait été de dire bah j'arrête de courir en fait là, c'est bon, on m'a envoyé assez de signes pour c'est vrai. pour dire c'est bon, la cam, arrête de t'obstiner. Ouais. Et en fait je sais pas, il y avait vraiment quelque chose au fond de moi qui vraiment, pareil, ça pouvait me faire pleurer pendant 3 heures parce que je m'étais dit bah ouais, je peux plus courir, quoi. C'était même pas... Et là, je vois parmi ta bibliothèque, enfin, c'est pas le titre du bon livre, mais c'est un livre de Kilian. Je crois que c'est lui qui a écrit Courir ou mourir. Ouais. Quoi, hein, donc, mais c'est incompréhensible pour plein de gens de lire déjà un titre comme ça et d'entendre des athlètes dire si j'ai pas mon sport ou si j'ai pas ma cam, ouais. Je perds quelque chose de fort, quoi, en moi, et je suis prêt à l'abandonner pour ma santé. Et toi, t'es un peu dans ce compromis entre deux, mais qu'est-ce qui fait parce que ceux qui nous écoutent là sont peut-être pas tous des coureurs, ou si ce sont des coureurs qui comprennent ce que tu dis, mais qui sont pas compris eux par leur environnement, ils disent c'est bon, c'est que courir. Ouais, mais c'est tout, c'est ma vie, quoi, en fait. Et comment ça vibre en toi ces sujets-là où tu dis mais c'est presque ma raison d'être que de courir, d'être en pleine nature, si tant est, je sais pas. Alors, ouais. Quelle relation t'as avec ça? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse unique et qu'elle sera très évolutive. Moi, mon constat maintenant, c'est que c'était juste pas le bon moment. Je sais pas, parce que de toute façon, faut pas se leurrer. Un jour, je vais pas arrêter de courir, mais en tout cas, oui, en compétition à haut niveau, et puis en le manageant comme ça, oui, ça va m'arriver un jour. Il va falloir que je m'y prépare quand même. Et même si, effectivement, on a le plus beau sport, parce qu'en trail, quand on voit des Loïc Pommeret qui courent encore, et lui en compétition, mais même il y en a plein qui continuent à courir, à s'amuser, à faire des aventures. Ça, je pense que j'espère, je pourrais toujours le faire, en tout cas à moindre niveau. Là, c'était vraiment ce côté ok, en fait, je pense qu'il y avait une question aussi je m'étais engagée dans cette voie-là un peu de la professionnalisation de ce sport qui m'anime, qui me passionne. Et puis j'adore aussi jouer un petit peu les piliers de la performance qu'on peut maîtriser, essayer de voir un peu qu'est-ce qui se passe. C'était un peu aussi faire le deuil sur tout ça, quoi, et de se dire ok. Donc je pense que c'était aussi une volonté que j'avais d'explorer cette voie-là qui faisait stop, quoi. Sans... oui, il y avait des signaux, mais en même temps, j'avais quelque chose au fond de moi qui me disait mais non, en fait, Cam, tu peux garder le cap et tu peux encore faire plein de trucs. Il fallait juste, je le vois d'un autre angle, en fait. Ouais. Et ça, je le décris souvent en yoga. C'est juste des fois, tu te focuses sur quelque chose et puis tu vois pas la porte de sortie. Puis si tu regardes l'objet de l'autre côté, il t'apparaît un autre objet, des fois, déjà. Qu'est-ce qui t'a aidé à faire le pas de côté, justement, dans cette période-là, d'apprendre à relativiser, de regarder autrement? Tu t'en souviens? Peut-être que, justement, les caméras d'Intérieur Sport t'ont aidé aussi à voir les choses un peu distanciées, non? Ou d'autres, des gens dans ton environnement, des experts, peut-être, dans tes conversations? Ouais, je pense que c'est le temps, le cheminement. Effectivement, l'entourage. Le temps joue beaucoup. L'écoute, moi c'était vraiment, je me disais, si t'en aides à te mettre dans cet état-là, c'est que c'est pas la bonne solution. C'était vraiment, je fonctionne assez comme ça, c'est que des fois il y a des signes dans la vie où tu te dis non, en fait, ça doit certainement pas être ça, sinon c'est bon, au bout de 2 mois, là, j'aurais quand même accepté le truc. Après, je bosse aussi en préparation mentale avec Marie-Laure Brunet depuis 3 ou 4 ans maintenant. Ouais. Donc c'est vrai que ça correspondait aussi une année où on commençait quand même à avoir mis des choses en place, moi sans que je le voie, mais j'ai compris l'année dernière qu'est-ce qui aussi au bout de 3 ans se joue. C'est vrai que la préparation mentale, c'est très très vague. Il y a eu des années où j'en ai eu beaucoup moins besoin et donc tu te dis ok, mais en fait oui, j'ai compris un peu les clés de ce qui se jouait pendant ces 2 ans sur cette année-là et c'est pour ça que je dis que j'ai appris beaucoup
grâce aux événements qui sont arrivés, mais aussi je pense à tout ce qu'on avait mis en place, entre guillemets, sur les 2 dernières années. J'ai fait aussi de l'hypnose, j'ai fait voilà, plein de trucs un peu énergétiques, et je pense que c'est con, mais voilà, ça t'aide aussi à meubler un peu ce temps qu'il te faut, et à trouver un peu le chemin et les solutions sans forcer, et en gardant un peu, en gardant, c'est vrai que j'ai des moments où je me disais t'es quand même bien têtu de garder le cap sur ça. Puis après, donc j'ai remis un peu l'UTMB en route en me disant je vais garder l'UTMB dans un coin de ma tête, on verra sur un bien. malentendu. Sur un malentendu ça peut passer, et sur le coup, avec du recul, je me dis j'ai vraiment bien fait en fait de garder cette ligne de mire, et c'est maintenant un des conseils que je donne en disant en fait faut continuer d'y croire, et avoir quelque chose qui te... Et puis moi en plus ça me permettait au moins de passer cette période un peu plus sympa. Quand tu sais que t'as quelque chose un peu en ligne, au moins je me disais au mieux j'aurais passé la période un peu mieux, et en plus en l'occurrence j'ai bien fait parce que voilà, je fais un bel UTMB, et je suis, en tout cas voilà, je suis très contente de ce que j'ai fait, et je pense que il faut aussi arriver à se réjouir des fois de choses un peu plus réalistes, et ça te permet de prendre du recul. C'est sûr que tu pourrais encore dire j'ai fait 2e à l'UTMB, j'aurais pu gagner. Cette question elle m'a même pas traversé la tête en fait, et c'est là où j'étais le plus fière en fait. C'était pas tant d'avoir fait 2 à l'UTMB, c'était de me dire ok, en fait là, chose que j'avais jamais été contente sur mes ultras, où j'ai toujours fait 2e sur les 100 miles, pour la petite histoire. On me le dit assez souvent. Et en fait, en 4 ans, j'ai fait un peu les 4 grands majors que je rêvais de faire en 100 miles. C'est une distance que j'ai du mal. Je sors de ma zone de confort. Autant de 100 km, il n'y a pas de problème. 160, je sors de ma zone de confort. Donc j'ai continué à explorer ça jusqu'à un point, après l'hard rock, là, en 2024, quand même, à me dire je vais peut-être arrêter, quoi. Parce que franchement, je suis en train de me détruire. Je trouve pas les clés pour réussir ce genre de format. Mais bon, voilà, bref. Et qu'est-ce que tu as trouvé de différent? Parce que c'est intéressant, là, on sent que tu n'es plus dans la perf sur l'UTMB parce que tu es plus dans le process. Et en quelle mesure, pour qu'on comprenne, c'est plus un aboutissement pour toi finalement d'être 2e l'année dernière dans ce contexte-là, et sur quoi tu as mis ton attention, et le podium finalement il est second plan, quoi. Ouais, en fait je l'ai pas trop analysé. Est-ce que c'est pas cette prise de recul qui m'a permis de performer sur l'UTMB, et les autres, en fait, les 3 autres où j'ai fait 2e, je fais quand même des courses très honorables, je réponds présente, je finis 2e, et j'étais jamais contente. Je disais c'est bien en vrai, c'est cool, hein, mais il y avait un truc et c'est comme ça que je me suis dit tu peux pas continuer à être dans cette dynamique là, et en fait là mon corps il me l'a clairement fait comprendre en fait. Et je pense que je le décrirais, en tout cas ça a été un des éléments. Je me souviens d'un call avec mon coach post-hard rock, mais vraiment le lendemain ou le surlendemain, en lui disant non mais franchement j'arrête tout là, je suis détruite, ça sert à rien. Et c'est vrai que j'ai vraiment fini dans un sale état. Et voilà, et il me dit ça fait quand même 2-3 ans là que tu me dis ça, il faut qu'on le note. Et c'est vrai, il a raison, parce que des fois le cerveau après il oublie très vite. Et voilà, et on en était on verra, peut-être on se fera une année un peu plus cool, voilà, en tout cas on en prend compte, et c'est bien que tu l'exprimes, quoi. Et c'est vrai que c'est des expériences qui... Je pense que j'étais trop focus sur quelque chose où je cherchais peut-être la perfection, où je cherchais, où je m'autorisais pas aussi à être contente de ce genre de performance. Je sais pas, ça, tu vois, j'ai même pas encore vraiment les réponses. En tout cas, c'est sûr que ça fait du bien quand même de se dire... et en plus, je fais une très belle course que je vis beaucoup mieux à l'UTMB, et là, pour vraiment parler spécifiquement, et mentalement et physiquement, enfin trouver quelques clés pour résoudre cette énigme du 100 miles, que certains résolvent hyper rapidement. Ils vont même chercher des torts des géants sur 300 km. Et c'est vrai que c'est quand même des courses très différentes, quoi. Il y a le 100 km, il y a le 160, et il y a le 300, et tu vis quelque chose de différent. Et il y en a beaucoup qui pensent que le 100 km et le 160, c'est la même chose. Moi je suis pas d'accord en fait. Moi je pense que j'étais vraiment faite pour faire du 100 bornes. J'ai à peu près tout gagné ce que je voulais sur du 100K, je me suis régalée, mais je voulais du challenge, sortir de ma zone de confort, donc j'ai continué le 100 miles en me disant ça se trouve je trouverai jamais les clés j'arrive à finir mes courses, mais c'est vrai que c'était pas là où j'excellais, quoi.
Et tu as senti, Et ça l'est toujours pas. l'année dernière, qu'il y avait quelques clés. Quelques clés en tu plus. penses à quoi particulièrement, une ou deux comme ça Je pense en termes de gestion de course, en termes de gestion de course mentale, alimentaire. D'habitude, en tout cas, les 50 derniers kilomètres, ça a toujours été un calvaire, mais vraiment, je pense que ça allait pour tout le monde. Mais là, du coup, ça l'était beaucoup moins. Donc, est-ce que j'ai plus découpé ma course ? Est-ce que j'étais plus prête physiquement, mentalement ? En tout cas, j'ai trouvé quelques clés, et encore une fois, je trouve que des fois, c'est des clés qui auront marché cette année-là, mais que je vais certainement pas pouvoir réitérer parce que c'était dans un contexte quand même très précis. Ça, ouais. Mais en tout cas, je trouve que pour la confiance et pour le projet de retourner sur un 160, je me dis, il n'y a pas vraiment d'outils ou de clés ou de choses très spécifiques, mais je pense que déjà, un des premiers outils, c'est que, et on me l'avait toujours dit, au bout d'un moment, le corps, il s'adapte un peu plus au 100 miles. C'est vrai que les premiers sont durs. Alors, soit t'es fait pour ça, et puis ça passe quand même assez bien pour certains dès le début, et ça passera pas sur 100 bornes parce que c'est des distances peut-être trop rapides ou j'en sais rien. Soit, il faut quand même du temps, il faut de l'expérience, il faut y aller, y retourner. C'est vrai que la hard rock, il y en a plein, ou même la western, qui ne la finissent même pas la première année. C'est des courses aux États-Unis en plus, donc ça nous change notre environnement européen. Et voilà, et puis ça va venir un jour, il faut être patiente. Je dis ok, donc à mon avis, ça fait aussi partie du chemin d'être patient et puis d'engranger de l'expérience sur tous ultra distance. Je pense que voilà, certains ça va être plus rapide que d'autres, mais en tout cas ça fait quand même partie du process. Donc il y avait certainement de l'expérience en plus, et puis voilà, effectivement peut-être de dézoomer un petit peu sur cette année, et puis au final tu te rends compte que c'est pas en dézoomant que tu performes moins. Il y a certainement une clé là-dedans, ça c'est sûr, parce que c'est pas physiquement que j'ai fait l'entraînement le plus drastique l'année dernière. Ça ce serait Tu fais un lien peut-être avec tu parlais d'identité, puisque quand il y a eu quand même ce coup de semence là, semence bref, t'as ce coup près là qui te tombe dessus par rapport à la récidive, et puis là les doutes, donc l'année 2025 va pas du tout se passer comme c'était prévu, et donc là tu me parlais tout à l'heure, je revois un peu mon identité, parce que pour le coup ça me questionne sur qui je suis. Est-ce que je suis qu'une coureuse de l'ultra, deuxième toujours ou est-ce que deuxième, je suis l'éternel, tu vois. Mais finalement ça te ramène un petit peu sur toi, ce que tu as envie vraiment de développer chez toi, quoi, dans ce parcours de vie. Est-ce que tu fais la corrélation justement, et puis après un UTMB qui est plus accompli, où il y a une perspective différente, tu dézoomes, tu fais un petit peu un lien entre toi justement, ta façon de vivre généralement dans ta vie en tant que femme, en tant qu'être humain finalement, et par rapport à cette épreuve, cet ultra, parce que souvent on dit c'est vrai que l'ultra c'est un concentré d'une vie où on vit par tout un tas de stades émotionnels, au niveau de l'organisme, mental, etc. C'est un concentré. Moi j'y vois des liens, mais c'est mon interprétation. Toi, quelle est ta vision de ça? Oui, il y a des liens dans la course. C'est sûr que oui, il y a des hauts et des bas, mais globalement, quand on est en compétition, moi je trouve que quand même, dans la vie, t'essayes quand même de plus dézoomer, d'être moins dans l'hyper-contrôle. En compétition, t'as quand même pas trop le droit à l'erreur, quoi. T'es quand même toujours en train de focusser sur ce que je dois manger, ce que je dois boire, où je dois mettre les pieds. Et voilà, et c'est un peu ça qui te fait avancer. Donc oui, il y a des liens, mais en termes de schéma mental, moi je trouve que quand même on est loin on est loin de dans la vraie vie entre guillemets en course. Après, oui, ce qui est comparable, c'est un peu les hauts et les bas. Et encore, moi sur l'UTMB l'année dernière, c'est vraiment pas là où la course où j'ai vécu mes bas les plus bas. En fait, j'ai globalement fait une course où j'étais bien tout le long. Ça s'est vraiment bien passé. J'ai jamais eu de grosses défaillances. Donc je pourrais même pas le corréler à ça. Et bizarrement, je pense que c'est l'année où j'avais le plus de bas dans ma vie, entre guillemets. Très côté plutôt sportif et médical. Mais donc, je sais pas si... C'est sûr moi, ce que je trouve ce que je trouve le plus impressionnant, c'est quand même tout ça, là, t'amène... tout ce que tu mets en place pour performer ou pas d'ailleurs, pour vivre de ton sport et
et essayer d'avancer dans ce milieu qui est loin d'être linéaire et qui est loin. C'est ça, en fait, qui te forge et qui, par contre, je trouve, te fait vraiment évoluer en tant qu'être humain plus rapidement que la norme, quoi. Et je pense vraiment aux jeunes qui sont projetés dans le haut niveau très jeunes et de plus en plus jeunes maintenant. Et je me dis, ah ouais, souvent, ils sont à 30 ans quand même bien plus matures que d'autres jeunes, entre guillemets. Mais je comprends, en fait, parce que c'est un milieu où ouais, de toute façon, t'es obligé, et c'est ça qui est bien, de te challenger, de te remettre en question, de tomber, de te relever, si tu veux évoluer dans ce milieu, de toute façon, t'as pas le choix, en fait. C'est quand même un bon brouhaha de plein de choses, avec des moments magiques, et souvent, on se rappelle que de ça, et ça te fait vraiment grandir, je trouve. Donc c'est sûr qu'à 20 ans, se faire une carrière de haut niveau dans ces milieux-là, quand même assez difficile, bah ouais, ça te fait grandir. Et pour le coup, moi, je trouve que ça c'est la vie qui te... Ouais, c'est un condensé de la vie quand même assez extrême, quoi. Rappelle-nous, Camille, t'as quel âge? 34. 31. Mais si tu parles à la Camille qui a 20 ans, justement, qui ne sait pas encore tout ce qui va se passer, alors, on va lui poser juste une question. La Camille de 20 ans te pose la question à toi, elle te pose juste une question de ce que tu as appris la vie, etc., mais notamment par rapport au passage à vide. Tu vois, les trucs, là, tu nous enseignes, toi, en tant que... J'allais dire prof, on dit pas prof de yoga, on dit quoi? On dit enseignant, praticien, yoga, peu oui, importe. prof, ouais. Toi qui moi, dans 14 ans, qui sais déjà tout ce que tu sais par rapport à cette pratique, par rapport au kiné, le corps, etc., la physio, la pratique sportive intense, etc. Donc, tu as 34 ans, mais dans ta tête, tu as vécu comme si tu en avais eu plus, sans t'offenser. Hein. Mais donne-moi 2-3 tips pour que je ne connaisse pas les mêmes conneries, les mêmes erreurs, ou du moins, tu vois, les passages à vide, comment je peux mieux les gérer, quoi. Les passages de la vie qui sont que c'est pas toujours simple quand même. Et ces jeunes, je pense que ça t'échappe pas, et on en parle de plus en plus, la santé mentale des jeunes aujourd'hui. Les sportifs s'emparent du sujet, Teddy Riner, pas que, Martin Fourcade, etc., qui disent quand même que oui, la santé mentale de nos adolescents liée à plein de sujets extérieurs qui font qu'on est en fragilité. Donc voilà, cette petite Camille qui a peut-être même pas 20 ans, qui en a 14, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil là, par rapport à ce monde hostile, monde complexe, difficile? Ouais, non, c'est sûr que c'est des sujets moi qui m'intéressent beaucoup, parce que grâce au yoga, effectivement... j'ai eu enseigné dans des équipes de France de vélo. Là, j'aime beaucoup. J'ai enseigné au collège d'à côté, parce que je vois vraiment qu'il leur faut des clés. En fait, moi, je me dis, ça m'arrive à 30 ans, bon, un peu avant 30 ans, mais on va dire surtout 30 ans. Je me dis, je suis armée, j'ai effectivement plein d'autres choses à côté. Ma vie va pas s'arrêter. Mais les jeunes là qui commencent et qui ont que ça, qui arrêtent leurs études, qui ont pas d'argent, qui se lancent là-dedans, je me dis, il leur faut des clés, quoi. Donc c'est un vrai... c'est quelque chose en plus que j'ai vraiment envie d'apporter, en tout cas dans le sport globalement de haut niveau. Et en plus, le trail est en train de se professionnaliser, donc je pense que c'est le moment de vraiment faire attention à tout ça. Et en fait, je leur dirais beaucoup, parce que c'est un outil que je connais bien, mais c'est le yoga et surtout la respiration, quoi. C'est arriver en respirant, à dézoomer le plus possible sur cette trajectoire du haut niveau performance qu'on te met forcément dans des rails beaucoup, mais que chacun a un peu sa trajectoire, en fait, et qu'on n'est pas tous pareils, on ne rentre pas tous dans les mêmes cases, et c'est pas toujours évident, en fait, quand t'es jeune, de vouloir sortir, de pouvoir déjà sortir de ces cases et de se l'autoriser et de se faire confiance. Et moi, je trouve que un des outils les plus pratiques et puis que j'aime bien enseigner aux jeunes, c'est la respiration, parce que ça va vraiment t'amener... T'as pas Camille en face de toi, t'as Cyril qui a 15 ans, qui adore le sport de haut niveau, et je t'entends parler, et puis mais c'est quoi, parce que moi respirer, on m'a jamais appris ça ni au collège ni à l'école et tout. Si à la limite quand je faisais ma sieste à l'école maternelle, c'est tellement là j'ai oublié comment on fait, c'est quoi que tu fais, c'est quoi que tu me conseilles de faire quand ça se trouble dans ma tête. Ouais, en fait, les ateliers que j'anime, c'est vraiment déjà expliquer c'est quoi la respiration, c'est quoi prendre mon pouls cardiaque, il est où et comment je peux l'écouter, comment je peux écouter ma fréquence respiratoire. Donc vraiment des choses... Et en fait, juste en faisant ça... Avec un smartphone, non ?
Non, pas du tout. Parce que tu sais, sur mon smartphone, il y a tout maintenant, je regarde des trucs et puis après, je regarde Instagram et puis je swipe, quoi. Enfin, je swipe, je sais pas si on dit ça, mais voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a toutes les données qui sont sur un smartphone et c'est tentatoire. Non, vraiment, en vrai, qu'est-ce que je dois faire? Ouais, je leur apprends vraiment à s'écouter eux-mêmes, à observer. Bah voilà, le ventre il va venir se gonfler à l'inspiration et qui se relâche à l'expiration et juste se focusser là-dessus et puis leur dire ok bah là pendant 1 minute tu regardes, tu mets une main sur ton ventre et puis tu regardes combien de fois il va se lever et ça sera ton nombre de respirations par exemple. Il y en a plein hein, des outils et juste en fait déjà tu sais que pendant là 1 minute ils vont se concentrer là-dessus, petit à petit leur fréquence respiratoire elle va forcément diminuer et ça va réguler tout un tas de systèmes qui ouais en fait vont abaisser un petit peu les curseurs. Voilà, c'est assez complexe hein, des systèmes parasympathiques, sympathiques qui vont vraiment en fait instinctivement et automatiquement se réguler et en fait plus ça sert à rien de le faire là pendant 3 heures, c'est juste plus tu le pratiques, plus ça devient automatique et plus c'est je dirais un peu ouais comme une hygiène de vie qui va peut-être réguler ton sommeil, favoriser ta récupération, la gestion des émotions. Et tout ça, c'est invisible en fait. C'est pas en le faisant là à l'instant T que tu vas te dire ah ouais, ça y est, je suis plus stressée, tout va bien. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Ça va être vraiment de le répéter et puis d'être patient et de te dire ok, en fait, tout ça, plus je vais me concentrer sur ces choses un peu qui nous appartiennent à nous. En fait, c'est un moyen aussi de se dire ok, là, moi, je me concentre que sur qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Mais il n'y a pas 50 moyens de faire ça, en fait. Parce que t'auras beau... Il y en a qui disent allonge-toi et puis repose-toi sur ton lit. Ouais, mais en fait, un jeune qui n'arrive pas à dormir, qui est stressé, et c'est complètement normal, en fait, d'être dans cet état, par exemple, avant une compétition ou avant un examen. Et ben, si tu lui donnes pas un outil très concret et très basique, il va pas y arriver en fait à se poser. Donc vraiment se concentrer sur sa respiration. J'aime bien leur donner des chiffres parce que souvent au moins ils disent faut que j'arrive à diminuer ma fréquence respiratoire encore d'un peu. C'est perf s'ils sont un peu dans et puis combien de cycles? Ça peut être très 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 bas quand on maîtrise bien et puis voilà, ça peut être très haut quand effectivement, et après arriver à dire ok en fait là aujourd'hui c'est haut parce que je suis un peu stressée. Il y en a beaucoup aussi qui ont énormément mal au ventre et ça souvent on dit c'est que t'as mal mangé, mais non, rien à voir en fait. Des fois le stress et puis toutes les angoisses des jeunes et des enfants elles se mettent à ce niveau-là, sur le plexus soit vraiment, et ça répercute des douleurs dans le ventre. Donc t'auras beau leur dire de manger 1 heure avant d'aller se coucher ou plus tôt, ça changera absolument rien parce que c'est des angoisses profondes qu'il faut arriver à réguler. Alors je dis pas que la respiration enlève tout, parce qu'effectivement après des fois il y a des problèmes de fond beaucoup plus spécifiques, psychologiques, et des vraies problématiques qu'il faut aller travailler en profondeur. Mais en tout cas je trouve que ça peut être un bon outil. Et ouais, moi, la petite fille de 15 ans, Camille, souvent, j'ai envie de lui dire respire, quoi, parce qu'en fait, vraiment, j'étais hyper stressée quand j'étais au lycée. J'ai fait des études de médecine dans un état... c'est hyper exigeant, mais ça a été une bonne école, parce que maintenant, depuis que je me vois en école de médecine, je me dis, non, mais plus jamais ça, en fait, plus jamais je me mets cette pression-là. Et ouais, c'est vrai que c'est des outils qui marchent bien pour tous les examens et qu'on retrouve sur les compétitions. Donc ouais, je trouve que la respiration peut être un bon outil. Après, il y en a plein d'autres aussi. Faut trouver aussi sa propre chose mais globalement, ils sont quand même hyper réceptifs, et même s'ils n'ont pas l'impression d'être réceptifs, en fait, il y en a plein qui me disent fais ton exercice que tu nous as fait il y a 4 ans là, je le refais encore pour m'endormir. Et moi je suis là, j'ai l'impression que vous en avez rien à faire. Et en fait non, donc ouais, c'est hyper intéressant. Puis c'est surtout que tu te dis plus tu le fais jeune, plus tu t'es armé pour la suite. Ouais.
La respiration. Et toi, là, quand tu es sur l'UTMB, que tu sens, alors peut-être pas les dernières, mais sur un hard rock, t'avais tes petits points de repère, justement, des fois, oh là, je montre en angoisse ou en stress ou autre, et c'est ton arme à toi de réalignement massif. Tu sais, je sais plus comment Éric Lacroix il appelle ça, il dit à Stéphane, je vous parlais tout à l'heure, la respiration, c'est un outil de massif. Je sais pas, tu vois, c'est là, c'est accessible et ça fait t'as tellement de bénéfices. Mais toi, tu l'utilises sur toi en course. Qu'est-ce que tu as comme pratique tout de suite et maintenant que tu emploies quand tu as un moment d'évasion où tu dis oulala, je perds mes équilibres tout de suite et maintenant je me reprends, je me réaligne, tu fais quoi? En course, c'est assez difficile à remettre en place. Alors oui, je peux avoir quelques petites techniques, mais pour rien d'extraordinaire, juste de se refocuser sur sa respiration. Je sais pas si t'as un point de côté qui arrive, si t'arrives à moins bien digérer. C'est vrai qu'aussi il y a toute cette sphère digestive qui est dans la partie abdominale et en fait qui est maintenue par nos muscles. La respiration peut vraiment venir, je l'utilise beaucoup plus pour ça d'ailleurs en course, pour vraiment venir aussi cibler cette zone-là et essayer de garder un maintien abdominal et une digestion qui est souvent un peu plus compliquée en ultra, surtout sur les fins d'ultra. Et voilà, et en fait ça va être vraiment de se refocuser sur des choses qui, comme je dis, qui nous appartiennent à nous, parce que si tu commences des fois à avoir l'esprit qui va se focaliser, ah mince, j'ai perdu un quart d'heure là, ou j'ai perdu 5 minutes, et ben là tu commences à te dire bon ok, ma tête elle va pas bien dans le bon sens. Et le moyen, en tout cas moi je trouve qui marche, pas tout le temps hein, mais de temps en temps, c'est vraiment d'arriver à se redire ok, qu'est-ce qui marche bien. J'arrive à bien manger, très bien, là je me focus que là-dessus. Qu'est-ce que là je peux vraiment faire dans l'immédiat? Ok, là je vais essayer de respirer, je sais pas, moi je compte jusqu'à 30 et puis ça te remet un petit peu dans quelque chose de plus qui t'appartient en fait, qui est pas qui dépend pas des autres ou des statistiques ou de combien dans ta tête? Il y en a combien qui parlent là, parce que ma tête commence à dire ça, tac tac tac, et puis en fait non, je vais me redire ça. Non, c'est tellement vrai, on est tous comme toi évidemment. Il y en a pas qu'une seule dans notre cerveau, il y a pas qu'une voix qui nous parle, il y en a plusieurs, mais c'est bien, on entend bien qu'il y a un discours intérieur là. Tu parles avec toi-même pour reprendre le contrôle, remettre le focus comme tu dis. T'as pas justement tes petits indicateurs comme ça, ou t'as pas automatisé les choses, c'est comme ça à l'instant, à l'instant du moment. Ouais, je fonctionne beaucoup comme ça, je pense. Donc trop de cadres font pas forcément m'aider. Mais après, je pense que c'est aussi quelque chose du quotidien, quoi. C'est vrai que la respiration, même d'aller enseigner le yoga, c'est quelque chose que voilà, je dois rester pour parler, c'est quelque chose qui t'aide énormément dans l'enseignement, dans te poser, et ouais, même quand j'enseigne, ça me fait un bien fou parce que je respire beaucoup plus que si je faisais autre chose. Donc en fait, c'est des automatismes qui se créent au fil des mois, des années. Et c'est ça au quotidien, je pense même c'est plus important que le jour de la course pure, quoi. Tu disais 4 saisons à faire des 100 miles. Non, ça fait combien de saisons que tu t'es mis sur du 100 km au 100 miles à peu près? Ouais, j'ai fait mon premier 100 miles en 2018. Et après, je suis venue en 2021 sur l'UTMB. Une première fois. Après, j'ai enchaîné Western States, Hard Rock. Non, Western States, Diagonale des Fous, Hard Rock. Et retour sur l'UTMB. Donc, j'en ai fait 6 quand même. Mais bon, je remets en perspective que tu parlais de Ludo tout à l'heure, qui lui, on a fait des UTMB avant d'arriver en 2016 avec les résultats qu'on connaît. Mais des fois, c'est bien de se rappeler que l'ultra et puis la longue distance, c'est aussi à l'image d'une vie, c'est long des fois et ça vient pas comme ça du jour au lendemain. Il y en a qui sont peut-être, comme tu disais tout à l'heure, qui ont des aptitudes pour ça et ça peut aller vite au début. C'est pas pour ça que ça va durer d'ailleurs. Mais toi, en tout cas, par la répétition, par l'automatisation dont tu parles, il y a des choses que tu vis mieux aujourd'hui et finalement à l'échelle d'une carrière. Et puis souhaitons la souhaitons aussi longue que possible, c'est déjà pas mal quand même, non? Ouais, non, mais c'est sûr que ça a été relativement vite en fait. Non, c'est sûr que ça a été vite, que on prend pas le temps des fois de prendre le recul nécessaire et de se dire en fait j'ai déjà fait tout ça. C'est sûr, tu peux toujours faire plus, mais je pense qu'il faut aussi apprendre à regarder un petit peu en arrière. T'as déjà fait l'exercice? Ouais. En fait, l'année dernière, fin 2024 aussi, là, quand vraiment j'avais trop mal à ma jambe, je savais pas trop ce que j'avais aussi un peu une motivation un peu mitigée parce que justement, je sortais de ces 4 ans où j'avais enchaîné un 100 miles par an, donc les 4 un peu grands, majeurs qu'on décrit en ultra trail,
que j'avais enchaîné en 4 ans, que j'avais fini, 2e certes, mais fini quand même. Et en fait, je pense que j'avais aussi fait un peu une sorte de accompli quelque chose que j'avais quand même bien envie de faire. Et donc il y avait aussi un côté j'ai eu ok, là faut je me renouvelle un peu, faut ok, retourner sur l'UTMB, oui, mais faut pas, faut savoir pourquoi tu y retournes, faut pas juste y retourner pour vouloir gagner parce que t'as fait 2, je manquais pas d'idées, parce qu'on a toujours des idées, mais un peu de... je pense que j'avais besoin d'assimiler aussi un petit peu ces 4 dernières années qui m'ont pris quand même pas mal d'énergie, qui à chaque fois sont challengeantes, et au final, même si j'en fais qu'un et que certains en font bien plus que moi par an, je trouve que le corps, le corps il souffle, le mental, des fois c'est... Et puis j'ai envie de courir le plus longtemps possible, donc des fois il faut être un peu patient, il faut être prudent et se dire ok, là ces 6 prochains mois j'en fais moins, et puis en fait c'est ce qui va me permettre aussi de durer plus longtemps, quoi. Quand je t'entendais à l'instant, j'avais envie de te couper la parole, ce qui n'est pas bien du tout, mais je te transmets ma pensée, parce que dans les athlètes que l'on connaît, bien connus, vient de plus en plus la demande dans l'accompagnement des dimensions mentales et puis le psyché, mais tu vois, le narratif, le sujet de la performance mais lié au résultat, mais plus que ça aussi, c'est la relation qu'on peut avoir avec ses sponsors, alors qui en général ne met pas une grosse pression, mais elle est là sans être vraiment là, quoi. Elle n'est pas dite, elle n'est pas exprimée, l'athlète souvent se la met lui-même, parce qu'on a des comptes à rendre vis-à-vis d'un sponsor qui t'aide financièrement parlant. Rien que ça déjà, ça met la pression, et puis tu rajoutes les médias là-dessus, comme tu l'as dit, un sport qui se professionnalise et qui est de plus en plus regardé. Nous, on a je dis nous, moi déjà pour ma pratique, je suis vigilant là-dessus, pour ma propre pratique et ma santé, comme tu dis, mais aussi vis-à-vis des personnes qu'on accompagne. Il y a vraiment ce sujet qui revient très très fort. Comment toi, t'as l'air d'être un peu plus distancié par rapport à ça? Alors, je vais faire mon vieux con. T'es une femme, les garçons se mettent plus la pression, tu vois, non, t'as une sagesse par rapport à ça qui t'est spécifique, donc je fais des clichés exprès, il y en a pas à en faire, mais c'est plus pour justement couper l'herbe sous le pied à des gens qui vont se dire oui, mais tu sais, les garçons ils sont plus dans la perf, la preuve que non, puisque tu parles de perf et de maîtrise, de contrôle, etc. Donc c'est pas un sujet genré, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Les médias, les femmes aujourd'hui, et c'est tant mieux, ont l'accompagnement des sponsors, ont des finances et aussi sont médiatisées, et c'est tant mieux, pas assez diront certains, et je suis d'accord, c'est pour ça qu'il faut que tu ailles sur les lignes de départ devant et pas sur la 2e ou la 3e ligne Cali, comme dirait ce Fabrice Perrin ou d'autres comme ça, et c'est très bien, ils ont raison aussi, mais c'est pas un devoir, mais c'est juste pour se montrer. Et donc, mais bref, en tout cas, toi, par rapport à cette médiatisation et cette pression qu'on ne met pas mais qui est là, qu'on vit intérieurement, et ça nous ramène à des discourations intérieures qu'on a vis-à-vis de soi-même. Comment, là pour le coup, c'est pas un conseil à un jeune de 15 ans, c'est un conseil à tes copains, tes copines qui sont sur la ligne et qui vivent peut-être pas forcément comme toi cette distance, et dire toi t'en fais qu'un par an, t'as de la chance, moi j'en fais 2-3 parce que je me sens presque obligé de les faire. Je te déroule plein de choses comme ça, mais comment tu ressens ça toi, comment tu le partages avec les autres, et comment tu arrives à mettre de la distance sur ces sujets-là, si tant est que t'en mettes d'ailleurs. Je l'explique pas trop, mais je pense que j'arrive quand même à mettre pas mal de distance. Je pense qu'il y a un côté de caractère, j'ai pu être très stressée, et comme je disais pendant mes années de médecine, je le suis beaucoup moins, et souvent on me décrit quand même de toi t'es pas stressé, de toute façon il y a rien qui t'atteint, si t'es à l'heure le jour de la ligne de départ, c'est déjà pas mal. Et donc je pense que j'ai une forme de, je sais pas si c'est du détachement ou juste un caractère un peu comme je disais, j'ai un côté hyper contrôle, mais je peux aussi avoir un côté très flex et très instinctif, et je pense que je l'ai vraiment. Il faut juste que je le nourrisse un peu plus, parce que le haut niveau te nourrit pas du tout. Et qui est hyper important, ce côté instinctif qui te donne quand même beaucoup de réponses quand tu prends le temps de l'écouter et de te faire confiance. Et je pense que c'est ça qui s'acquiert un peu au fil des années. T'acquiers cette sérénité en te faisant un peu plus confiance sur des choses, sur des choix un peu forts, de se dire, enfin moi je vois en 2021, après il faut être soutenu aussi par les marques. Moi j'avoue que j'ai vraiment eu de la chance de toujours avoir été hyper bien soutenue, pour citer mon sponsor principal qui est Salomon, mais c'est vrai que pour l'anecdote, quand je suis rentrée en 2019, à l'époque, le manager, il s'appelait Jean-Michel Fort-Vincent, qui est plus chez Salomon maintenant, mais... Et donc, je vais raconter l'anecdote parce que justement, c'est assez genré en plus. J'arrive et il n'y avait pas de filles dans l'équipe, donc l'équipe France. Il n'y avait que des hommes. On prévoyait un périple à travers la France, là, donc génial. Moi, je me suis dit, c'est trop bien, je vais rencontrer
tous les hommes là, mais bon, il n'y a pas de filles. Donc je lui dis, ok, c'est cool ton équipe là, mais pourquoi il n'y a pas d'autres filles et pourquoi elles n'ont pas fait plus de 6 mois? C'était vraiment ma première question que je lui ai posée. C'est dit, la plupart, elles me disent oui, j'arrive demain. Et puis moi, c'est vrai que j'étais un peu perplexe. Je me disais, ok, si c'est pour me mettre la pression, c'est pas fou. Si c'est pour me cramer en 6 mois, non plus, parce que c'est pas l'idée, quoi. Donc c'est quoi votre vision chez Salomon pour qu'il n'y ait pas de filles et qu'en plus elles aient pas tenu plus de 6 mois, là, vous leur avez fait quoi? Nouveau, elle. Et donc il y avait un concours de circonstances, je pense, de certaines filles qui avaient changé de sport, qui s'étaient moins retrouvées dans... Enfin, c'était même pas ciblé du tout par la marque, hein. Clairement, il a été clair en disant, franchement, on n'a pas eu de bol, on a juste eu des filles qui sont parties sur le ski alpinisme, qui sont parties sur le triathlon, qui ont changé de voie, et voilà. Et après, bon, aussi à l'époque, il y avait quand même beaucoup moins de filles dans ce sport-là aussi. Donc c'était un constat. Et à raison, ils ne pouvaient pas avoir 50-50 si sur une ligne de départ, bon, maintenant sur les distances courtes, on est à 50-50, mais sur un ultra, on reste à 10% de départ. C'est compliqué de créer une team performante si tu vois, t'as pas forcément la capacité d'avoir ces filles-là qui peuvent intégrer l'équipe. Donc c'était même pas un sujet, mais voilà, j'étais quand même intriguée. Et puis après, c'était assez clair, c'était non, il y a un nombre de courses maximum. T'es pas obligé du tout d'en faire 50 comme certaines en font, parce que je voyais aussi qu'il y en avait qui en faisaient beaucoup. J'étais là, mais moi je serais jamais capable de faire ça. Donc comment on fait? Ils me disaient non, t'auras un objectif principal, 2 autres si tu veux, et après tu fais ta vie. Par contre, pas plus de 12 courses par an. J'étais là, bon, c'est bon, j'ai de la marge. et voilà, et je pense qu'il m'a inculqué cette vision que j'avais déjà un peu, mais qui m'a appuyée, qui m'a fait confiance, et qui m'a vraiment... je pense que pour durer, beaucoup aidé au final. Et c'est un peu comme ça que j'ai construit mes premières saisons. Et pareil, il avait une vision long terme. Donc c'était, ok, cette année, tu veux faire quoi? Ok, tu veux faire ça. Moi, ce que je veux savoir, c'est dans 3 ans, tu veux faire quoi? Dans 3 ans, est-ce que tu as envie d'aller retourner sur la Diagonale des Fous? Tu as envie de faire une CCC, d'aller tester sur l'UTMB? Voilà, et c'était cette vision long terme que j'étais raccord, mais je pense qu'à l'époque, j'aurais pas été capable de l'assumer. S'il m'avait dit non, tu vas à l'UTMB là dans 3 mois, je pense que je lui aurais dit oui. J'avais pas cette maturité voilà. Et en fait, je pense il avait une belle vision. Il a toujours une belle vision là-dessus. Et je pense que maintenant, c'est un peu plus fréquent, mais à l'époque, ça l'était pas forcément. Et justement, pour faire une petite parenthèse dans la parenthèse d'ailleurs, mais est-ce que tu t'imaginais en 2015, 16, 17, tu te rends compte quand même, là, en le disant, que tu es peut-être une des pionnières finalement qui change, la face de ce sport, parce que ce sport, il a fallu pas que Mathieu Blanchard, même s'il a contribué à une accélération avec Fresh Touch, etc. Mais avant quand même, tu parles de Jean-Michel, on pourrait parler effectivement toute cette team Salomon qui fait évoluer les choses, qui fait évoluer la professionnalisation, ou qui lance cette professionnalisation. Et une femme qui est là, au milieu des garçons. Tu t'en rends compte quand même avec du recul. Aujourd'hui, il y a presque 50-50 et c'est très bien. Mais il a fallu qu'il y ait des Camille et d'autres aussi, tu vas dire. Mais... Ouais, c'est sûr que... Tu te rends compte de l'impact que tu as quand même? Je vois pas l'impact que j'ai. En tout cas, je vois l'évolution géniale qui s'est placée. Et en fait, en plus, moi, ça s'est hyper bien passé dans l'équipe. J'ai des copains maintenant avec qui je m'entends super bien, on a créé des super relations et grâce à ça, il y a eu d'autres filles qui sont venues. Maintenant, il y a 50-50 dans l'équipe France et internationale, ça a toujours été. Il y avait aussi des filles qui m'inspiraient, comme la néo-zélandaise Anna Frost qui était chez Salomon et qui voilà, elle était encore plus pionnière que moi entre guillemets et qui a pas eu ces conditions-là. Et puis c'est vrai que là, quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte, elle était trop contente parce que vraiment elle a pas pu avoir ses enfants en pleine carrière parce que ça se faisait pas et les contrats ils duraient 1 an et c'était très compliqué quoi. Donc ouais, j'ai conscience qu'il y a encore du boulot et c'est sûr que mais étape par étape. Et je pense que c'est pareil, il faut pas vouloir aller trop vite non plus parce que des fois quand tu vas trop vite, ça se passe pas super bien. Donc ouais, je trouve que maintenant, on est quand même... on est loin d'être égalitaire au niveau des contrats et de tout ça, mais moi, en tout cas, je me sens hyper soutenue de la manière, je pense, aussi dans laquelle j'ai travaillé avec Salomon, en l'occurrence, parce que c'est celui qui me soutient le plus.
Mais je pense que c'est aussi une manière de voir les choses dans la durée. Et en fait, une confiance comme ça, elle se construit pas en un an. Et là, quand tout le monde me dit « Ah, c'est génial, ils t'ont reconduit ton contrat pour ta grossesse et la suite, la reprise », ouais, ok, mais en fait, ça fait 6 ans que je bosse avec eux aussi, que j'ai entre guillemets fait mon bout de chemin. Donc c'est génial qu'ils me soutiennent, mais ça tombe pas du ciel non plus. Enfin, c'est des relations humaines que tu construis petit à petit, des relations de confiance, que moi je me fais confiance et puis que je pense eux aussi. Tu as besoin quand même aussi de vivre des expériences pour construire cette confiance-là. Elle s'acquiert pas toute seule. Et après, oui, c'est sûr que ça fait partie du sport. On est un sport médiatique, on est un sport à image. Et on peut pas se délester de ça. Il y a la performance, mais il n'y a pas que ça non plus. Alors justement, il y a quoi ? Parce que c'est peut-être ça la réponse. Finalement, la médiatisation et puis cette tendance de dire, bah oui, qui dit média dit visibilité, qui dit visibilité performance, ou voire, quand je dis performance, ça peut être sur les épreuves, mais ça peut être aussi performance médiatique. Et on voit dans cet univers qu'il y a aussi des personnes qui viennent plus par la porte média et qui après veulent se laisser croire, et ils y arrivent parfois d'ailleurs, tant mieux, à avoir la performance sur le terrain de jeu. Comment finalement tu fais le pas de côté pour ne pas être que dans la performance, mais finalement raconter ta propre histoire? Je pense que c'est pas que lié au trail. Il y a moi, chaque athlète, et je pense que plus tu assumes à être toi-même et à avoir ta propre histoire. C'est quoi ton histoire? C'est quoi l'histoire, Camille? The story. Je sais pas, non, je sais pas, c'est juste être soi-même en fait. Ouais. C'est être soi-même et véhiculer les valeurs et les messages que tu as envie de véhiculer. Alors on va faire l'exercice inversé. Camille, tu es à l'aune d'une vie bien remplie, bien faite, et tu seras fière de quoi? Tu vois, l'histoire c'est ça en fait, finalement, je me retrouve dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, voire plus. Et qu'est-ce qui te rendra fier finalement? S'il y avait que 2-3 choses à retenir essentielles qui ne sont pas des victoires ou des deuxièmes places, on s'en fout finalement. C'est quoi le plus important? Franchement, moi, le plus important, c'est d'avoir fait plein de rencontres dans ce sport et d'avoir vécu plein d'aventures avec mes amis, avec des gens que j'ai rencontrés au fil du chemin. Et je crois que c'est ça qui m'anime le plus. Il y a plein d'histoires aussi. Hein. C'est comme tu disais, se dire, ok, en fait, on est parti de là sur les femmes dans le trail, qui était un sport à peine construit. Et puis, j'imagine que dans 15 ans... je pourrais me dire, ok, j'ai fait partie de cette étape-là, de ce sport-là. Il y a plein de... je pense qu'on a plein de sujets et de valeurs à aborder. Il faut juste rester soi-même. Et ça, je pense que les athlètes, globalement, qui de toute façon, sont exposés médiatiquement, donc sont obligés un peu de transmettre quelque chose. Et l'histoire, c'est marrant, là, je pense par exemple à Lou Jean Monod en biathlon, qui, je trouve, a cette spontanéité et ce soi-même qu'elle a dans les médias. Elle n'a pas besoin d'en faire autant qu'on fait nous sur l'image en trail, parce que c'est moins un sport d'image, le biathlon, en termes de vraiment cultiver son image autour de l'athlète, c'est ça que je veux dire. Mais elle dégage quelque chose et elle a elle transmet quand même des choses aux jeunes, et elle n'est pas la seule. Je pense à elle parce qu'il y avait une interview où je m'étais vraiment dit, là, elle est elle-même, quoi. Et je pense que c'est ça la clé, qui est pas facile à faire. Et ça a l'air tellement facile comme ça quand tu le dis, mais finalement se trouver soi-même et se raconter soi-même, c'est un peu aussi une part d'ego. Qui je suis pour raconter ma vie déjà d'une, écrire l'histoire, vous êtes bien gentil. Puis les journalistes peuvent être un peu piégeux, peuvent être un peu te prendre aussi dans des moments où... C'est quoi la pire question que tu as eue? Je te l'ai pas posée, mais peut-être c'est moi. C'est quoi la pire question que tu as eue? Je sais pas. Sans parler du journaliste, s'en fout, mais c'est le truc où tu n'étais pas à l'aise, quoi. Franchement, j'ai même pas d'exemple là comme ça. Mais je trouve que c'est un exercice qui pareil, hein, quand t'as 20 ans et qu'il faut répondre à des questions à la télé sur des sports vraiment médiatisés, c'est normal, c'est pas évident là. Enfin, moi je pense que j'en aurais été incapable et j'aurais pas été moi-même, entre guillemets. Tu réponds des choses que c'est hyper compliqué d'être soi-même dans ces situations-là. Tu vois les Jeux Olympiques avec des gymnastes qui ont 15-16 ans, et en fait t'as l'impression d'avoir des super athlètes qui ont des héroïnes, tu vois, et en fait elles ont que 15 ans, et forcément s'exprimer devant une caméra... Puis elles savent même pas qui elles sont, elles savent même pas le message qu'elles ont à transmettre, elles savent pas... Enfin non, mais c'est vrai, c'est tout en construction, donc je pense que...
Et voilà, et après, une fois que tu as à peu près un petit peu, via les expériences, acquis, de qui t'es, qu'est-ce que tu veux transmettre et pourquoi tu fais ça, en fait, c'est beaucoup plus simple. Ouais, quoique la question que tu poses là, elle est complexe. Hein. Pourquoi tu fais ça? Ça, Mais c'est un long pourquoi, débat. Camille? T'as des réponses à ça, toi, non? Franchement, des Les fois, rencontres et les aventures, comme tu viens de le dire tout à l'heure, finalement, non? Ouais, oui, ça peut être une bonne réponse. Ça peut. Puis ouais, je pense que des fois, c'est cool de se poser cette question-là, mais des fois, faut pas trop se poser de questions non plus. Hein. Il faut faire ce qui nous fait kiffer et puis en profiter, quoi. Ouais, bah ouais, t'as tellement raison. Je suis toujours quand c'est ce genre de réponse, moi je sais pas pourquoi, mais j'ai un tropisme très fort et je le cite de plus en plus et il va dire que c'est Xavier quoi, enfin moi c'est le garçon, l'homme, l'être humain en tout cas, je trouve le plus simple, le plus gentil, et en fait il sait profiter de tout et de rien sans trop se poser de questions. Bon, des fois il faut se poser des questions, surtout quand la maladie t'arrive et là tu dis bah oui, peut-être qu'il faut que je me pose des questions maintenant et ça crée des troubles intérieurs, mais bon, ça fait partie du parcours de vie quoi, quelque part, et puis tu nous as partagé aussi ton parcours à toi. Si on fait un petit peu on va prendre un peu légèreté d'ailleurs par rapport à pas se poser de questions, très simplement, spontanément, ta course que c'est le meilleur souvenir comme ça, sans réfléchir. Sans réfléchir, l'arrivée de ma première diagonale des fous avec tous mes amis qui étaient là et qui pleuraient parce qu'ils étaient exténués, moi aussi. Et puis voilà, Lille où j'ai un peu aussi découvert ce sport. Il y a vraiment quelque chose là-bas. Ouais, l'île de la Réunion. Moi c'était une belle transition dans ma vie aussi, je pense. Donc c'est, voilà, je dirais ça, mais il y en a tellement aussi des beaux souvenirs de course. Mais spontanément, on va créer des jaloux. Hein, tiens, en parlant de jaloux, le garçon dans ton sport que tu dis, ouais, je me régale à courir dans ses pas, ou quand il est dans les miens. Tu peux dire ton mari, ton chéri. Comme ça, on crée pas de problème. Moi, celui qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup soutenu aussi, c'est quand je parlais de Jean-Michel Fort-Vincent, aussi dans l'équipe, il y avait François Daen, qui est toujours dans l'équipe d'ailleurs, et voilà, qui avait cette même vision-là que Jean-Mi, qui a beaucoup travaillé avec Jean-Mi, et ouais, je pense qu'on avait la même vision, et comme je dis, hein, il te faut quand même une confiance, et quelqu'un qui drive, et puis que tu vois que ça marche, et ouais, je pense que... Voilà, et puis en plus, on aime bien boire des coups et aller balader. Et des fois, c'est une personne qui m'a... Mais parce que aussi, je la connais bien, mais je pense qu'il y en a plein d'autres aussi. Je rigole parce que ça fait loin des clichés, en fait. Du triathlon, moi, je fais plus du triathlon, tu sais, le truc un peu plus rodé, de la nage, et puis d'aller courir avec toutes les... Mais en fait, finalement, les meilleurs souvenirs, c'est avec, je pense, c'est pas avec François Daen, même s'il m'a déjà fait... Mais je pense à d'autres, moi. Enfin, c'est vrai que Flirt, je sais pas, j'ai des bons moments comme ça où tu te dis, tiens, finalement... Ça fait du bien aussi. Ah ouais. Moi, j'aime bien faire la fête. Et ta plus grosse fête, tiens, c'était quoi? C'était quand? C'était où? Celle que tu n'as pas envie de dire, tu la dis pas. Mais... Ouais, moi, j'ai fait beaucoup la fête en école de kiné. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Ouais. Ici d'abord. Et je pourrais même pas compter le nombre de... Non, ça se raconte pas, ça. Mais en tout cas, c'est des super bonnes années. Et pour l'anecdote, c'est des copains de promo, en fait, que je me suis fait. Ouais, ça fait partie... c'est comme ma deuxième famille. Et cette année, à l'UTMB, l'année dernière, ils étaient tous là, avec maintenant beaucoup les enfants. Ils se sont démenés, ils ont se garé à Chamonix, machin et tout. C'est quand même l'enfer. Et puis voilà, quand tu les vois au bar, là, ils ont tous déjà bu je sais pas combien de pintes. Et ils étaient tous là toute la nuit et la journée. Et ouais, franchement, c'était des années où ça soude. Au-delà de faire la fête, on s'est fait des très très bons copains. Ouais. Oui, oui. Des copains pour la vie, je crois. Ouais. Ça. Ton île préférée, pas rien de faire des jaloux, hein, mais alors si, par contre, comme tu as déjà dit la Réunion tout à l'heure, donc ton île préférée sauf la Réunion. Je vais à l'instinct, je reviens de Madère là, donc je dirais c'est vrai que petit coup de cœur pour Madère quand même, avec cette belle traversée là de trail qui est assez ancienne. Là, ils ont refait un parcours qui est... Ouais, moi j'y tiens, ces beaux parcours là où il n'y a pas trop de bitume et plein de des belles traces, comme je dis, et pas forcément pour les mettre sur Strava, mais un peu quand même. Mais en tout cas pour voyager un peu et que ça fasse sens. Donc je suis pas trop en mode backyard à faire des boucles pendant 24 heures.
peut-être je ferai ça un jour dans ma vie, mais en tout cas, je préfère J'allais les... plutôt te poser la question du Barclay, justement, puisque des chemins un peu plus rugueux, plus complexes. Ouais. Alors, il n'y en a pas d'ailleurs. Ouais, ça fait partie des projets? Non, pas Non, du pas tout. du tout. Déjà, finir en 100 Frozenel, miles, non. c'est pas Ouais. mal. Alors, une Barclay, j'imagine même pas. T'envies pas les Sandrine Béranger, les Sébrichon, tout ça, Non, sur leur pas du pratique? tout. Non, c'est vrai? Ouais, Non, pas- bah, je trouve ça spectaculaire. Je trouve que c'est aussi quand même un autre sport et Oui, qu'il exactement. faut que chacun trouve aussi son expression. son expression, effectivement. Ouais, non, c'est bien différent le raid multisport pour en avoir fait un petit peu. Et quand tu pars à 5 jours, 6 jours, Ouais. c'est vraiment une autre. Puis moi, outre le sport, il y a quelque chose que je pourrais pas faire, comme je disais, des collègues qui vraiment préparent des expéditions là. C'est le côté organisation où il faut pas du tout oublier quelque chose. Par exemple, Mathieu, là, sur son expédition dans le Grand Nord. Tu te vois pas, toi, avec ta poulka derrière, tout préparé et tout, là. Mais moi, c'est sûr, il y aura un truc que j'aurais oublié. Il faut être tellement méticuleux, très ingénieur, très... Et je vois, hein, j'ai plein de copains qui adorent ça. Et j'ai mon copain à la maison qui est comme ça. Et moi, je suis pas du tout comme ça. Donc... Ah, ça fait bon, un bon duo, quoi. Voilà, il faut connaître ses limites. D'accord, c'est lui qui fait la gestion à la maison, qui prépare les voyages, tout ça. Ouais, bah non, je peux quand même organiser, mais c'est sûr que oui, il est beaucoup plus carré et c'est ça qui match bien. On est très complémentaires sur les courses. C'est hyper appréciable pour moi parce que moi, quand il est là, je sais que si j'ai oublié quelque chose, franchement, c'est sûr, il y aura pensé et moi, ça va pas me stresser, quoi. Donc, tu reposes sur lui aussi. Quand il est pas là, je suis capable d'être toute seule, mais il y a un peu plus de... Il faut que je fasse fonctionner le cerveau un peu plus longtemps. Tiens, bah, une question, j'enchaîne les questions, mais alors, je sors complètement, là on va dans une dimension mentale, mais parmi les 5 biais, tu les connais, les 5 biais cognitifs, hein, les biais, tu as fait fort, soit parfaite, va vite, dépêche-toi, et j'en ai oublié un, fais plaisir. Selon toi, comme ça, spontanément, celui qui tout de suite te fait vriller, parce que faut que si je fais pas d'effort, c'est quelqu'un qui fait pas d'effort, vas-y, c'est pas normal. Ouais. Quoi. Okay, si tu fais pas plaisir aux autres, ce serait quoi pour toi? Fais l'effort. Ouais, je pense. C'est quand même dans cette notion d'effort, plus que le soit parfait, ouais. Bah, non, c'est pas que je suis dans ça, c'est peut-être ce qui pourrait le plus m'énerver. Ah, d'accord. Okay. Chez les autres, que les autres ne font pas? Ou chez toi? Chez moi, qu'on pourrait me le reprocher. Et voilà, et je suis là, bon, ok, mais en fait, enfin voilà, c'est une grande discussion, mais faire un effort, des fois, si t'es pas... T'as pas envie de le... Moi, je suis très instinctive, donc en fait, je vais procrastiner sur des choses que j'ai pas envie de faire, mais c'est juste, c'est pas le bon moment, et laissez-moi tranquille, là. Et bon, après, des fois, je sais pourquoi, et je suis capable de faire l'effort, donc c'est ça qui est un peu... je trouve que quand on t'oblige de faire l'effort, c'est toujours un peu une injonction qui met un peu le fait plaisir aussi, hein. C'est faire plaisir aux autres, j'adore ça et tout, mais il faut aussi penser à se faire plaisir à soi-même. Puis si tu fais toujours tout pour faire plaisir aux autres, voilà, c'est pas forcément non plus la raison d'être, donc c'est intéressant. Ouais. Oui, c'est des sujets qu'on aborde dans les dimensions mentales. Il y en a tellement d'ailleurs. Mais si tu en parles de... Alors, ça rejoint un petit peu la question de toi dans plusieurs années. Tu as répondu à des rencontres, des aventures. Mais s'il y avait vraiment le plaisir absolu pour toi, ce qui fait que ça fait sens pour toi, tout ce que tu fais dans le sport et tout le reste, est-ce que la réponse est la même? C'est-à-dire d'être avec des gens, de partager, de vivre des aventures, où tu as ce côté éveil, comme tu parlais d'instinct. C'est quoi finalement ce que tu mets derrière ce mot instinct, toi? Tes intuitions, tes envies comme ça profondes, ça vient d'où? Bonne question. T'as pas fouillé encore là-dedans? Non, bah d'où ça vient, je sais pas, je pense qu'on a tous cette part d'instinct plus ou moins développée, mais on l'a tous, il faut juste apprendre un peu à la cultiver et à l'utiliser à bon escient aussi, hein, parce que des fois, on connaît tous la flemme, voilà, c'est sûr que ça arrive, mais des fois, il faut quand même aussi se bouger un peu, et son instinct de ne vouloir rien faire, là, il marche pas. Mais ouais, non, je sais pas d'où il vient, je pense certainement un peu de l'éducation, d'avoir été aussi, beaucoup, je pense beaucoup de l'éducation, hein, si on a été un peu autonome, et puis ou au contraire, des éducations où on a toujours été un peu assisté, je pense que t'as moins cet instinct qui te vient un peu, des décisions, enfin, voilà, suivant aussi comment on t'a amené à faire des choix,
Ouais, je pense que moi j'ai eu une éducation très... on m'a toujours laissé un peu... ouais, aller là où j'avais envie, tout en ayant un cadre, hein, mais ouais, sans avec du soutien, sans full soutien, donc quand même débrouille-toi, mais on est là. Ouais. On est là. Fais ce que t'aimes, fais ce que t'as envie. Ouais. Mais ouais. Et juste quand tu étais petite, tu étais plutôt dans la cour de récréation à cavaler, ou plutôt dans ton coin, caché. C'était quoi le profil de Camille avant justement d'être transformée par l'école et transformée par les études et par les rencontres et la vie finalement? T'étais comment toi toute petite? Ouais, non, quand même très 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 dynamique, ouais. Besoin d'être canalisé beaucoup. D'accord, ok. Ouais. Et cette UTMB 2026, non 2026, il n'y aura pas d'UTMB, on va parler après justement, mais de 2025, cette UTMB que tu vis finalement un peu plus de façon intuitive, de façon un peu plus décontractée, décomplexée, c'est à quel moment tu te sens bien là, et comment tu vis cette course là, un peu de l'intérieur, où il se passe des choses pour les autres, tu vois, tu vois quand même ce qui se passe à côté, peut-être plus ou moins, ou pas du tout d'ailleurs, tu es focus que sur toi. C'est quoi les moments que tu voudrais nous partager là, des images, tu vois, les images qui te reviennent, les temps forts? Ouais, vraiment déjà en avant-course, c'est vrai que je suis arrivée sur Chamonix assez tard, juste ce qu'il fallait quand même pour voir 2-3 sponsors, mais j'ai dû arriver, je sais plus moi, peut-être pas le jeudi mais le mercredi soir, un truc comme ça. Et là, je voyais que j'étais trop contente d'être là, vraiment zen. Puis je sais plus qui me dit ça va? Et je dis ouais, franchement, je suis contente d'être là. Il me dit ouais, bah ça se voit. Et c'est vrai que je pense que j'étais quand même dans un dynamisme, que j'étais au bon endroit, quoi. Chose qui est pas toujours simple à... Et je le ressentais, entre guillemets. Tu le ressens. Ouais. Voilà, tu le sens dans alors, ton être. Je pense qu'effectivement, j'ai pu être au bon endroit à plein de moments avant-course, mais de là à se le dire à ce moment-là, c'est quand même compliqué. Et ouais, là, franchement, j'étais juste trop contente d'être là, trop contente d'être au départ, de revoir du monde qui était là pour venir vivre un bon week-end. Et après, j'étais quand même assez focus toute la nuit parce qu'on a eu une nuit quand même assez compliquée, avec de la neige, avec de la pluie, enfin voilà, vraiment des conditions dantesques, comme j'adore, mais il fallait quand même maîtriser son sujet, pas faire trop d'erreurs, essayer de quand même bien s'alimenter, de quand même bien se couvrir. Donc c'est vrai que la nuit a été... Ouais, j'ai été assez focus, clairement, là, j'ai pas trop de... Ouais, à part juste avancer et puis me dire ok, faut que la nuit elle passe là parce que ça commence à être compliqué. Après, on a quand même eu une belle un lever de soleil là après la Foulie, donc on est au kilomètre un peu avant le kilomètre 100 avec des belles. On était avec donc on était 3 en fait en tête féminine, on était vraiment en même temps là sur je sais pas, ça a duré peut-être 10 kilomètres. Avec Courtney de Walter, donc l'américaine, et Ruth Croft qui gagne, la néo-zélandaise, qui fait une nuit plus compliquée, Courtney une journée un peu plus compliquée. Et là, pendant 10 bornes, je me dis que c'est trop bien, quoi. Là déjà, ce qui se passe pour le sport féminin, c'est génial. Nous, c'est trop bien, là, on s'amuse, on se connaît en plus toutes. Donc, et toi, tu te redis à ce moment-là, précis, là, 6 mois en arrière, dans quel état t'étais, te retrouver là? Bah ouais, moi je me dis, là c'est génial. Bonus. Parce que déjà, ce qui se passe, je pense, c'est assez inédit. Et en plus, franchement, je pensais pas que j'avais ce niveau-là et que je pouvais jouer avec les filles. Donc je suis trop contente déjà juste de jouer avec elles. On verra qui perd, qui gagne, qui saute, qui fait ce que vous voulez. Mais franchement, je trouvais ça vraiment cool. Donc là, j'en ai vraiment profité dans ce moment-là. Énergie, quoi. Non, on peut pas de l'énergie, super énergie. Du résultat ou la pression. Non, c'est plutôt le jeu, quoi. Ouais, exactement. Pas d'enjeu, le jeu. Ouais. Et je pense que ça, c'est des fois pas facile à retrouver dans des fêtes courses. Et ouais, j'étais vraiment contente, alors que j'aurais très bien pu me dire l'angoisse, le stress. Non, mais c'est vrai, parce que du coup, ça revenait derrière, fallait aller chercher devant, qu'est-ce qu'il y a... Mais pas du tout. Là, moi, j'étais en mode, franchement, ce scénario est incroyable, on va le regarder. Et de l'intérieur, du coup, mais donc ouais, ça, c'était vraiment un bon moment qui était vraiment cool. En plus, avec des athlètes que j'adore, que j'admire et que... de nationalités différentes, de cultures différentes, un entraînement différent. Enfin, ouais, je trouve qu'on a toutes les trois des caractères différents aussi, donc, et des carrières différentes, c'est vraiment chouette.
Et après, la fin de course, bon, là on rentre dans un... En plus, on avait un peu joué, donc on l'a tout un peu payé cash derrière. Donc il y a eu voilà, des moments un peu plus compliqués. Et voilà, et après la fin, c'est vrai qu'on retrouve énormément de monde. Donc là, j'avais vraiment tous mes copains au bord du sentier, très fréquemment quand même. Tu retrouves l'effervescence, le monde. Alors moi, j'aime partager des choses, mais je suis pas quelqu'un qui aime être dans le brouhaha, là, en ville, H24, mais quand même, sur cette course, tu la vis pas souvent. Voilà, j'avais la chance, déjà, ouais, de vivre cette arrivée dans ces conditions-là. Là, je me dis juste, ouais, je me dis, waouh, faut en profiter parce qu'en fait, ouais, c'est pas tous les jours, c'est pas tout le temps dans ta carrière non plus. Donc ouais, j'étais juste en train de me dire, ouais, profites-en. En plus, j'avais quand même de la chance derrière. C'était quand même loin. Devant, c'était un peu loin aussi. Donc j'ai lutté un peu. Puis après, j'ai juste profité. Et j'ai dit, franchement, là, profites-en. Parce qu'il s'agit pas de se dire, ouais, t'aurais pu gagner, ou t'aurais pu faire mieux, ou t'aurais pu accélérer. Là, déjà, c'est trop tard et il faut juste en profiter. Donc ouais, je suis vraiment contente aussi d'avoir eu ces quelques heures de pouvoir en profiter, en fait, parce que c'est pareil, hein, c'est un scénario que t'as pas tout le temps. Hein. Des fois, soit t'es encore à la bataille, soit t'es plus capable d'en profiter, soit... Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Et le podium est anecdotique à la fin? Ouais, franchement, oui, il est... Ouais, j'étais tellement fière de ma course, de comment elle s'était déroulée, des gens qui avaient à l'arrivée que oui, ouais, non, j'étais pas... Même le chrono, c'est vrai qu'on parle aussi maintenant quand même pas mal du chrono. Bon, après, avec les conditions, c'était un peu dur, mais ouais, non, c'était vraiment anecdotique, quoi, ça c'est sûr. J'ai l'exemple inverse sur lequel je me réfère, comme tu fais partie des 12 témoins sur le livre, mais il y a Patrick Bauer aussi, et lui, c'est l'inverse, il gagne le Tour des Géants. Là, ça remonte à quelques années, mais il le gagne, et en fait, c'est une de ses pires courses en termes de charge émotionnelle, parce qu'il la vit pas. Il la vit complètement désaligné en fait. Et c'est tout l'inverse, tu vois, de ce que tu dis toi. Donc des fois, il y a des places qui valent rien, même quand on est premier ou même quand on a un record, finalement, au regard de ce qu'on a vécu pendant et qui restera sans doute peut-être plus de souvenirs qu'une simple médaille. Finalement, oui, il y en a qui courent après ça et c'est très bien. Mais elles sont où les tiennes d'ailleurs? On les voit pas. Non, t'es pas fétichiste des coupes, tout ça? Pas du tout. Moi, franchement, je garde rien. Mais j'ai un homme qui garde un peu au garage. Mais okay. Voilà, je sais pas ce qu'il en fait. Justement, peut-être pour la comment tu vis, toi, justement, ces 5 premiers mois? Ça va, ça a l'air d'aller en tout cas. Pour l'instant, ça reste très discret, ça se voit pas trop d'ailleurs. Non, franchement, je le vis super bien. Ça t'a pas empêché de courir à Madère, de vivre bien? Exactement, ouais, dans toutes les conditions médicalement, c'était ok. Voilà, je suis entraînée, je pense que je fais les choses à ma manière, en m'écoutant et en prenant... c'est vrai que cette course... c'était un beau challenge d'arriver à prendre du recul. Il y avait beaucoup de mes copines qui font la compétition m'avaient dit tu verras, c'est pas si facile de pas avoir le jeu de la compétition. Ouais. Et moi j'étais assez sereine avec ça. On en a parlé avec Marion par exemple. Voilà, exactement, et qui m'avait dit moi franchement j'avais du mal, donc j'ai préféré pas faire j'ai préféré pas en faire. Je savais que je pouvais me mettre en danger, quoi. Et moi j'étais assez sereine et effectivement j'ai tenu mon rang de pas jouer la compétition et d'en profiter vraiment. Donc voilà, après chaque athlète est différent dans ce jeu-là, mais ouais, je trouve que c'est une belle opportunité, d'autant plus que je dis que c'est un peu unique et une chance parce que déjà ma grossesse se passe bien, et en plus je trouve que le 4e, j'étais en fin de 4e mois pour faire cette course, début de 5e, c'est un peu le moment où physiquement t'es encore capable de faire ça. Là déjà, on est 2-3 semaines plus tard, je me dis voilà, là déjà les kilomètres commencent à se faire ressentir, et puis les 3 premiers mois, voilà, est-ce que j'aurais pris ce risque-là? Je suis pas sûre. C'est quand même des mois un peu plus incertains en termes de fausses couches ou de... Voilà, donc déjà, faire 60 km, on me le recommandait pas tant en termes de... Mais, et encore, il y avait 0 feu rouge, mais... Donc voilà, je trouve que c'était pile... En fait, elle était placée pile poil à un moment où je pense que je pouvais le faire, ce qui est en fait pas du tout le cas de toute la grossesse. Et puis des fois, ça peut être en plein mois d'hiver où il n'y a pas de course, où t'as pas prévu. Donc là, je trouvais ça dommage de pas en profiter. Et voilà, c'était une belle balade. Non, je le vis super bien pour l'instant.
Donc on verra bien la suite, hein. Je pense que ça va... T'as plus de courses planifiées là. Là du coup non. J'ai plus de courses planifiées. Maintenant on va suivre cette grossesse tranquillement. Et des assouplassements, des respirations, tout ce qui va bien. Ouais, pour le coup c'est vrai que en plus ça m'intéresse beaucoup, hein, de me consacrer un peu plus à qu'est-ce que je peux mettre en place aussi pour continuer à courir. Il y a plein de choses au niveau yoga, mais pas que, sur tout ce qui va être kiné périnéal. J'ai déjà mis en place plein d'exercices, des petites routines pour justement arriver à conserver un peu et à protéger tous les tissus qui sont en train quand même de s'élargir et de travailler, et puis les hormones qui sont quand même différentes. Donc ça c'est intéressant je trouve on est notre meilleur laboratoire, donc de tester un peu tout ça et puis de voir ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Après il y a des jours sans, des jours avec aussi. C'est vrai qu'ensemble avec beaucoup d'écrits, et oui, il y a des jours où ça va moins bien que d'autres. Tu commences à le sentir? Ouais, mais déjà les 3 premiers mois, c'est vrai que je n'y prêtais pas trop attention, mais avec du recul, je me dis, en fait... Il y avait des signaux qui étaient là. Ouais, il y a quand même des jours où t'es vraiment à plat, tu comprends pas, puis le lendemain, tu pètes la forme. Mais globalement, je suis quand même très en forme. Après, la chance que j'ai, c'est quoi? Je suis dédiée à ça, donc oui, j'ai d'autres activités à côté de yoga, mais c'est pas mon temps plein. Je ferai le timing quand même pour respecter tes rendez-vous, mais juste pour aller sur ce sujet-là, parce que t'en parles pas, mais les personnes qui voudraient te questionner, toi, en savoir plus, alors tu fais pas que de la com pour faire de la com, tu fais de la com aussi parce que tu as tes propres entreprises, tes enseignements, tes partages, tes formations, et ils sont plein de sens puisqu'on est en plein dans le sujet. Donc qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on soit un jeune ou un moins jeune, on veut pour mieux respirer. Allez, on va faire un peu de pub quand même, et c'est la pub bien placée parce que ça peut aider beaucoup de gens. Où est-ce qu'on peut te trouver, et qu'est-ce que tu proposes comme atelier? Alors c'est un peu l'anarchie. C'est le bordel. Mais si vous habitez dans le massif des Bauges, à l'Échaud, j'enseigne mes cours hebdomadaires. Voilà, c'est hebdomadaire en plus les cours. Ouais, je donne 3 cours par semaine. 3 cours par semaine, d'accord. Ouais. Avec effectivement pour tout le monde. Vraiment, c'est ça que j'adore dans ce cours-là, c'est que je peux avoir des enfants comme des personnes bien plus âgés, retraités, des sportifs de haut niveau, des sportifs amateurs, des hommes, des femmes. Il y a de tout dans ce cours, et c'est génial. C'est vraiment ce que je voulais mettre en place aussi au village, que ce soit accessible à tous. Et c'est ça pour moi, le yoga, c'est vraiment ça. C'est le rendre accessible le plus possible et l'adapter. Donc voilà, après j'organise des stages yoga et trail là, depuis 5 ans avec une amie. On en fait 3 par an, donc il faut arriver à nous capter. On les trouve. Alors on n'a pas encore notre site internet dédié, donc moi je communique quand même beaucoup sur Instagram. Enfin beaucoup, voilà. Instagram, on trouve quand même 2-3 trucs. J'ai un site internet aussi maintenant que j'ai fait récemment. Il est beau d'ailleurs ton site, Ouais. C'était mon petit projet de la fin de l'année dernière. Donc voilà, là il y a un peu, tout ça est référencé sur le site de Perrine. Perrine Tramoni, où voilà, c'est encore sur son site, sur tous les stages. Et puis on a une formation en ligne, yoga du coureur, que voilà, on essaye un peu de rendre le yoga accessible aux sportifs, de le rendre un peu plus aussi entre guillemets scientifique, c'est-à-dire que oui, en fait, si tu regardes la littérature, le yoga me permet de moins me blesser, ça n'existe pas, il n'y aura pas d'études faites là-dessus. Par contre, le renforcement des postures d'équilibre, de je ne sais quoi, va être des muscles intrinsèques du pied, va prévenir pour les entorses de cheville, par exemple. Ça, il y a plein d'études dessus, et donc on essaie de décortiquer un peu tout ça, quand pratiquer, comment, essayer de pas trop faire d'erreurs, et puis essayer de l'adapter aussi, voilà, pour les profs qui ont appris peut-être un yoga beaucoup plus ancestral, beaucoup plus culturel, qu'elles aient des codes aussi un peu plus physiologique, je dirais un peu plus kiné entre guillemets, et sportif et adapté pour pouvoir enseigner avec un yoga un peu plus lié à la physiologie, qui nous est vraiment utile, que ce soit dans le sport ou pas d'ailleurs. Donc il y a une grosse partie sur la respiration aussi. On aborde plein de sujets autour du yoga qui est hyper vaste, mais on a essayé
voilà, rendre cette formation en ligne, parce que moi, clairement, je peux pas prévoir trop de choses en présentiel. Mais, ça peut être une bonne porte d'entrée quand on peut pas venir ici, dans cet endroit qui est plutôt sympa et privilégié quand même, quand on habite dans le Nord ou sur une île loin. On peut donc accéder à tes formations en ligne sur ton site internet ou du moins sur Instagram, il y a toutes les informations. Ouais. Et puis oui, nos stages, c'est quand même des bons moments, moi que j'adore, qui m'en nourrissent beaucoup et les gens sont hyper contents. En général, on passe des bons week-ends, puis on a le temps, on peut décortiquer, on peut vraiment adapter individuellement. C'est des beaux moments de partage. Je pense que moi, en tout cas, on se régale et en général, les gens sont contents. Eh ben écoute, j'espère qu'ils ont été contents d'être écoutés comme ça, Merci. Au micro. Et puis quand tu dis c'est ouvert à tous, je fais une petite dédicace à Seb Cornette qui est en pleine rééducation et qui lui aussi, école de trail, c'est le trail pour tous. Il y a aussi bien des Diego Pazos qui sont deuxième souvent aussi. Oui, c'est vrai. Mais quand même, c'est deuxième quand même, quoi. Oui, non, deuxième, tu te rends compte que t'es deuxième parmi de terre entière dans cette pratique, c'est quand même fou, quoi. Enfin bon, des fois le premier, deuxième, c'est excellent, c'est exceptionnel déjà. Mais Diego, oui, c'est vrai, on peut avoir une pratique aussi adaptée et avoir des très bons résultats. Alors, on peut parler de performance, mais en tout cas d'être à la hauteur de ce qu'on peut donner de maximum pour soi. Et puis aussi, en même temps, école de trail, comme tu le partages aussi, d'avoir ce côté pluridisciplinaire. Enfin, on touche plein de personnes finalement, et c'est dans la diversité qu'on s'enrichit. Donc, et prendre le temps, j'apprécie aussi de prendre le temps. Donc, j'apprécie que tu aies pris du temps pour moi, pour nous tous. Et écoute, très bonne continuation à toi. Merci Cyril, merci beaucoup. On se retrouve dans des stages ou autres. Ouais. Et j'espère que vous avez apprécié, et donc on vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos performances, mais comme on l'a vu avec Camille, pas que la performance, mais aussi simplement de votre vie, de votre bien-être, et soyez heureux. Et plein de plaisir à vous tous.